Alors, salut les amis, aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre aux questions les plus posées concernant la psychomorphologie. Alors, pour m'aider dans cette tâche, aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir Fanny D'Avocato, qui est en même temps coach aussi en morphologie. Elle est formatrice et c'est avec elle que je vais développer donc toute la formation à venir en psychomorphologie. Voilà. Fanny, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Pardon. On va peut-être se présenter en deux mots. C'est vrai que moi j'ai oublié. Moi, Dominique, je suis coach en développement personnel et professionnel depuis maintenant plus de 15 ans et j'utilise quotidiennement la morphologie pour personnaliser mes coachings et puis ça me sert beaucoup aussi dans la vie privée. Voilà, je vais laisser le soin à Fanny de se présenter. Ben voilà, comme tu as dit, je m'appelle Fanny, je suis coach aussi, j'ai été formée par toi. Voilà, en coaching psycho-émotionnel et en naturopathie et je suis également formatrice et notamment formatrice chez Fessing également. Voilà. Très bien. Alors les amis, sans plus attendre, on va répondre à la première question. Alors, la psychomorphologie, c'est d'abord un outil qui nous vient tout droit de ce qu'on appelle plus généralement l'étude du non-verbal. Vous savez que le corps émet des tas de signaux par vos gestes, vos expressions faciales, votre attitude, et la structure morphologique, elle renvoie aussi à un langage. Un psychomorphologue, c'est celui qui arrive à décrypter le langage de votre visage. Alors, en fait, pour l'avoir testé dans différentes disciplines, la naturo, le coaching, la formation, mais aussi dans ma vie personnelle et professionnelle, avec les gens que je connais ou avec les gens que je rencontre, on peut dire que c'est un outil pour tout le monde. Comme quand on apprend une langue, comme quand on apprend la musique, ça veut dire que c'est ouvert à tous et chacun peut avoir l'utilité de la morphopsychologie dans sa vie. Ça permet en fait d'améliorer son rapport avec les autres, de comprendre l'autre, de mieux communiquer avec lui, et aussi d'avoir une meilleure connaissance de soi, ce qui n'est pas un atout négligeable. Alors, ça, c'est une question qui revient très souvent. Est-ce que c'est une science? Et oui, mais pas n'importe quel type de science. Il faut savoir que globalement, il y a les sciences de la vie, il y a les sciences exactes comme l'informatique, les mathématiques, et puis vous avez les sciences humaines. Ça fait partie des sciences humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les sciences humaines, comme la psychologie, il y aura toujours une base d'interprétation, il y aura toujours une base de subjectivité. Mais par la méthodologie, on essaie de réduire cette subjectivité pour avoir une analyse la plus pertinente possible. Voilà, en fait, comme j'ai dit, c'est comme une langue ou l'apprentissage de la musique, c'est-à-dire que plus on apprend, plus on se dit qu'il y a à apprendre, et donc pour pas être submergé par toutes ces infos et ces subtilités, il y a plusieurs niveaux pour qu'on avance pas à pas. Ce qui est bien, c'est que même si on est au tout début de l'apprentissage, on peut l'utiliser tout de suite. Donc, comme une langue, quand on connaît quelques mots, on peut déjà parler. Mais plus on apprend, plus on a des conversations subtiles. Mais c'est la même chose pour la morphopsychologie. Donc voilà. Et on conseille d'ailleurs, tu me diras si je me trompe, Dominique, d'appliquer directement, même au niveau 1, parce que c'est important de s'entraîner. Clairement, c'est l'application qui fera qu'on devient bon, meilleur à chaque fois, clairement. Donc même au tout début, on peut utiliser déjà et l'appliquer. Tout à fait. Voilà. Alors, je vous dirais que de manière globale, parce que c'est un peu compliqué de tout détailler ici, mais de manière globale, dans le premier niveau, on voit les diverses classifications. Il faut savoir qu'au départ, la morphologie, que ce soit en Afrique, que ce soit chez Hippocrate, donc chez les Grecs, que ce soit un peu partout, que ce soit au Mexique d'ailleurs, tous ces peuples ont toujours eu une vision typologique de l'être humain. Donc, on est obligé de parler des typologies. Voilà. Donc, il y a divers types de typologies et finalement, c'est ce que l'on voit dans le premier niveau. Et ça nous permet déjà d'avoir beaucoup d'informations sur quelqu'un sur base de sa typologie. Le deuxième niveau, c'est paradoxalement pour se sortir de la typologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement réduire
une personne a un carcan, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre l'humanité dans 4 types ou 8 types, c'est impossible. Donc, le deuxième niveau, c'est justement développer toutes ces subtilités pour analyser le visage en presque 60 points différents et créer les interactions entre ces 60 points. Le troisième niveau, c'est justement de faire le rapport entre la morphologie et différents grands secteurs d'activité. Je prends un exemple, la morphologie, elle peut, s'appliquer au niveau de l'éducation, on peut travailler morpho et criminaux, on peut travailler morphologie et le couple, et donc le troisième niveau parle déjà de ça, et le quatrième niveau, c'est justement d'étudier certains détails et puis surtout s'entraîner à réaliser des portraits probants avec la sémantique adaptée à la morphologie. Voilà. En gros, comme c'est moi qui donnerai la partie théorique, donc la partie plus scolaire, et que je suis passée par cet apprentissage aussi, j'ai fait en sorte de me replonger au tout début quand je savais rien, donc de me remettre vraiment, de faire place nette. Et j'ai donc conçu les cours et les exercices pour les néophytes, donc pas besoin d'avoir de prérequis. Et si vous en avez, c'est pas grave, c'est bien aussi. Ça permettra d'aller encore plus loin dans l'apprentissage, l'observation et faire encore plus d'exercices. Donc il n'y a pas de souci. C'est pour les gens qui ne savent rien et pour les gens qui savent déjà. Ce qui sera chouette, c'est que toi, Dominique, tu vas intervenir et de manière plus large et en même temps plus approfondie avec des trucs un peu plus pointus. Donc le fait qu'on ait cette théorie qui recommence au début et toi qui viennes enrichir ça, ça va faire un complément assez intéressant. En effet, je pourrais, en fonction des desiderata des uns et des autres, mettre en lumière des liens que l'on peut faire avec vos connaissances. Fanny parlait de prérequis, vos connaissances en psychologie ou vos connaissances en éducation. Si vous posez des questions par rapport à, par exemple, à des techniques de management, je peux directement faire le lien, ce qui va vous permettre évidemment déjà d'avoir une vision beaucoup plus large et voir ce que pourrait faire de la psychomorphologie au quotidien. Pas du tout. Donc, la morphopsycho, c'est absolument pas un don. Pourquoi ? Parce qu'on est tous psychomorphologues, vous l'êtes tout autant que moi. Nous avons tous un cerveau, jusqu'à preuve du contraire, et dans ce cerveau, eh bien, nous avons des aires spécifiques qui nous permettent de comprendre les textures, les couleurs, les formes, que ce soit celles du visage ou de toute façon de tout ce qui nous entoure. Donc, pas du tout, c'est vraiment un travail et le travail consistera à agencer un certain nombre de points qu'on peut repérer dans le visage, créer une synergie avec ces points pour créer un profil plus objectif au niveau psychologique. C'est vrai qu'on entend parfois la morphopsychologie, c'est stigmatiser, catégoriser, juger les gens. Mais en fait, je dirais que c'est tout le contraire de ça. C'est vraiment un outil d'ouverture parce que en fait, on apprend à faire un pas vers l'autre pour mieux le comprendre et aussi vers soi pour mieux se comprendre. Donc, c'est pas du tout catégoriser ni juger en fait, parce qu'on veut justement entrer en communication avec l'autre et de la meilleure manière qui soit. Mais en fait, déjà, si on réfléchit bien, dans la vie normale, on catégorise les gens. On est obligé de faire ça parce que notre cerveau, s'il ne le faisait pas, il court-circuiterait, en fait. C'est pas possible de pas catégoriser. Mais sauf qu'on le fait vraiment, nous, avec les filtres, avec nos filtres émotionnels, avec nos peurs, avec nos croyances. Donc, en gros, dans la vraie vie, oui, on stigmatise finalement. Alors que ici, avec les techniques d'observation et avec la méthodologie de la morphopsychologie, mais on prend un recul et donc on observe la personne de manière objective et ça améliore vraiment la relation aux autres au final. Clairement, rentrer dans le monde de la psychomorphologie, c'est rentrer dans le monde de l'étude de la forme en règle générale. Beaucoup d'élèves se surprennent finalement à étudier d'autres formes qu'uniquement celles du visage. D'une certaine manière, moi, je me plais à dire que devenir psychomorphologue, c'est devenir
peu une forme d'artiste qui peut apprécier l'architecture de chaque visage, et on est tous différents. Et donc c'est un langage universel, ça s'applique à tout le monde. Donc clairement, c'est plutôt un message de tolérance. Hein. On développe de plus en plus sa tolérance vis-à-vis des autres. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de la morpho. Alors, on n'a pas attendu la morpho pour manipuler. Hein. Vous savez, déjà les enfants en très bas âge commencent à manipuler leurs parents. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est à quelle fin on manipule. Vous allez voir votre ostéopathe, il va manipuler votre structure osseuse, par exemple, mais c'est pour votre bien. Vous allez voir votre psychologue, il va vous manipuler, mais c'est pour votre bien. Vous allez voir un psychomorphologue, il vous manipule d'une certaine manière, mais pour votre bien. Il n'y a pas une intention péjorative, ça reste un thérapeute avant tout, un psychomorphologue. Non, pas du tout. La morphologie permet pas de détecter les mensonges, et j'ai envie de vous le dire, tant mieux. Tant mieux. Alors je sais qu'on vend de plus en plus des études concernant les expressions faciales qui sont pas du tout, c'est pas l'étude de la morphologie, les expressions faciales. Voyez, c'est une étude qui fait partie du non-verbal, mais qui n'est pas en lien direct avec la psychomorphologie. Et même avec l'étude des expressions faciales, on ne peut pas à 100% savoir si quelqu'un ment. Donc, j'ai envie de vous dire, de manière générale, non, on peut pas détecter le mensonge, clairement. Pas réellement. Pas réellement. Alors, je le dis tout de suite, le fameux délit de sale gueule, il n'existe pas en morphologie. Pour nous, on étudie les structures, donc c'est pas parce qu'un visage nous paraît moins esthétique qu'on va dire ah tiens, c'est plutôt quelqu'un qui aura une tendance à être criminel. Pas du tout. D'abord, faudrait déjà définir ce qu'est un criminel. Vous savez, tous les jours, on peut, aux yeux de la loi, être un criminel. Le jour où vous brûlez un feu rouge, d'une certaine manière, vous êtes un criminel. Donc, faut déjà définir ce qu'est la criminalité, ça c'est une première chose. Maintenant, si on fait directement un lien avec les tueurs en série, non, on ne peut pas prévoir si quelqu'un va commettre des meurtres complètement. Il faut s'enlever ça de la tête. Par contre, il est vrai qu'en morphologie, on peut mettre à jour certaines caractéristiques. On peut voir si quelqu'un a une tendance, peut-être une inclinaison un peu plus grande à la violence. Ça, c'est tout à fait possible de le voir. On peut voir si une personne qui a un complexe d'infériorité compensé pourrait commettre l'irréparable, à la rigueur. Mais on peut y voir des tendances, on ne pourra jamais prédire si quelqu'un va passer à l'acte. Alors, on peut en faire plein de choses, en fait. Par exemple, moi, je prends mon exemple. En tant que formatrice ou coach, ça me permet de voir un peu quelles sont les tendances d'une personne. Donc, quels sont ses points un peu plus faibles ou, au contraire, ses points forts sur lesquels je vais pouvoir appuyer pour la motiver, pour faire en sorte que de l'accompagner au mieux et qu'elle atteigne ses objectifs de manière plus simple. Par exemple, aussi, en tant que naturopathe, et même diététicienne, nutritionniste, le fait de maîtriser ou de connaître en tout cas la morphopsychologie permettra d'adapter les programmes alimentaires en observant aussi la constitution de la personne, de son visage, et de voir aussi quelles sont un peu ses tendances au niveau de la santé. Hippocrate d'ailleurs, qui est le pionnier, le premier à avoir fait le lien entre forme et maladie, était médecin. Voilà, donc je peux même dire qu'aujourd'hui, les médecins, même si ça fait pas partie de leur pratique, je trouve ça dommage parce que je crois que ça mettrait un peu plus ça compléterait vraiment leur diagnostic. Le fait que les médecins observent les visages de leurs patients, ils auraient d'autres manières de prendre en charge la personne, plus en détail, par exemple. Il y a d'autres métiers, par exemple, je pense aux personnes qui travaillent dans le recrutement, la gestion du personnel. C'est important de pouvoir mettre la bonne personne au bon endroit. D'ailleurs, toi, Dominique, tu fais de la réorientation scolaire et professionnelle, et tu vois beaucoup de jeunes, j'imagine, qui sont pas, qui n'explosent pas ou qui sont vraiment mal dans leur scolarité parce qu'ils sont pas à la bonne place, ou même des personnes dans leur boulot.
Tout à fait. Que ce soit, alors, la psychomorphologie, ici, je vais parler d'orientation, mais on peut finalement extrapoler à d'autres types de métiers. Tu parlais des ressources humaines, etc. La psychomorphologie, c'est sûr qu'elle a un rôle à jouer. Maintenant, on la place souvent en dernier lieu. Pourquoi? Si je prends l'orientation, fatalement, une orientation va d'abord se baser sur une interview calibrée vis-à-vis de la personne. Deuxième chose, on fait passer des tests de personnalité et puis en fin de parcours, c'est vrai qu'on vient donner encore des nuances avec la psychomorphologie. Alors là, ça prend tout son sens. C'est exactement la même chose pour les autres métiers. Je pense que des psychologues peuvent se servir de la psychomorphologie. Ça aide à mieux personnaliser les nutritionnistes, etc. Je dirais d'une certaine manière tous les métiers de contact ou tous les métiers où il y a un rapport social, les métiers où on est dans l'aide à l'autre peuvent en tout cas être améliorés, les compétences peuvent être améliorées grâce à la psychomorphologie. Ça, c'est clairement, c'est clair, quoi. Oui, c'est vraiment un outil universel qui permet vraiment de personnaliser l'accompagnement ou si c'est dans la vente, par exemple, même, je pense à la vente, de mieux diriger, de mieux cerner la personne. Une demande qui est régulière maintenant, c'est le management, par exemple, les types de management et la morphologie. Bien sûr, vendre avec la psychomorphologie. Voilà. Et on s'entend bien que quand je parle de vente, souvent on me dit, mais alors c'est une technique de manipulation. Non, c'est essayer de comprendre, par exemple, un peu mieux les besoins de l'autre et essayer de se mettre au diapason, utiliser les bons termes pour améliorer la communication entre le vendeur et puis l'acheteur. Ben, je vous dirais, il faut s'autoriser à observer à n'importe quel âge. Voilà. Donc, on peut observer le visage d'un bébé, d'un nouveau-né, très certainement son oreille. Très important l'étude de l'oreille en morphologie, puisqu'elle représente un peu, c'était un peu le journal de bord de ce qui a pu se passer in utero. Donc, c'est pas inintéressant que d'étudier ça. Ensuite, il est vrai que le visage de l'enfant se développe extrêmement rapidement. Donc, établir un profil psychomorphologique, c'est peut-être un peu tôt. Par contre, ça nous donne déjà des indications. On peut voir certains enfants qui ont une tendance nette, par exemple, à l'introversion, mais alors de manière innée. On parle de manière innée. Eh bien, ça peut nous donner des renseignements quant aux techniques d'éducation qu'on peut mettre en place vis-à-vis de ces enfants. Par la suite, il est vrai que quand on dresse un profil morphologique vers, je dirais, 18 ans, là, on peut commencer déjà à faire quelque chose de sérieux en termes psychologiques. Pourquoi? Parce que la structure psychologique a eu le temps de se bâtir. Donc voilà, c'est un peu plus correct de le faire à cet âge-là. Mais encore une fois, chaque âge va être marqué par des changements morphologiques que l'on peut étudier, que l'on peut interpréter et qu'on peut essayer justement de faire coïncider avec les situations de vie dans lesquelles on baigne. De toute façon, c'est même quand on est adulte, je veux dire, selon nos situations, les situations de la vie, on peut à chaque fois observer d'une manière différente le visage. Bien sûr. C'est un journal de bord, en fait. C'est un journal de bord. Et vous savez, c'est très simple à expliquer. Il y a des parties qu'on appellera des parties qui bougent moins. Par exemple, la structure osseuse bouge quand même un peu moins. Par contre, des parties plus molles comme les joues, etc., peuvent changer en fonction, par exemple, de votre alimentation. Si vous faites un régime, eh bien, il se peut que vous adoptiez ce qu'on appelle un modelé un peu plus creux. Est-ce que ça va changer complètement votre structure? Non, mais ça va quand même créer des différences dans la gestion de votre structure. Voilà, donc tout ça s'étudie en fait. En réalité, c'est connu, mais les gens ne savent pas qu'ils pratiquent la morphologie. Voilà tout le problème. C'est-à-dire que pour ceux qui fréquentent les salles de sport, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup actuellement, si vous allez voir un coach sportif, il vous parlera directement de votre constitution ectomorphe, endomorphe, mésomorphe, etc. De quoi parle-t-il? Eh bien, de votre morphologie. Vous avez des pédiatres qui ont des cours de morphologie, des obstétriciens qui ont des cours de morphologie, évidemment adaptés à leur métier. Donc, ils ne font pas forcément le recoupement, mais par exemple,
un bon gynécologue peut dire, tiens, nous avons affaire à une femme qui a plutôt une constitution un peu plus œstrogénisée, et puis d'autres qui sont un peu plus testostéronées. Tout ça dans leur jargon, ça prend du sens, mais ils ne savent pas qu'ils font en réalité de la psychomorphologie. Voilà, donc c'est étudié dans plein de corps de métier, l'ostéopathie, les kinés, etc., etc. Mais encore une fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc c'est connu et paradoxalement inconnu. Voilà. Et dans le monde esthétique aussi, coiffure, maquillage, voilà. Tout à fait. Les visagistes, d'une certaine manière, c'est ça. Alors des casteurs, parfois pour les films, ont de solides bases en morphologie. Le relooking, de manière générale, utilise la morphologie, etc. J'en passe. Il y a beaucoup de métiers qui utilisent ça, mais encore une fois, sans forcément mettre la terminologie morphopsychologie ou psychomorphologie, on peut dire les deux. Voilà, anciennement, il y avait d'autres termes pour dessiner ça. On parlait de physiognomonie. Maintenant, c'est un terme qui est dépassé. On parlera plutôt de morphopsychologie ou psychomorphologie. Mais en fait, les gens, ils le font sans savoir qu'ils le font, peut-être aussi. Oui, de manière, puisqu'on est tous morphologues. On est tous morphologues. Preuve en est, c'est que vous décryptez dans la petite enfance, eh bien, on peut décrypter très facilement qui est le héros. On lui a donné une forme particulière. Le grand vilain, on lui a donné une forme particulière. Alors, on pourrait croire que c'est dû au hasard, mais pas du tout. Il y a une volonté derrière de faire passer certains types de messages. Alors, Facing, c'est une méthode que j'ai mis au point, tout simplement. Alors, pour expliquer ça le plus correctement possible, tout à l'heure, je parlais du non-verbal, le non-verbal en général. Et donc, vous allez voir qu'il y a des spécialistes, par exemple, de la gestuelle, des attitudes. Et ils ne font que ça. Il y a à peu près 1200 types de gestes qui sont répertoriés, et eux, c'est des spécialistes de ça. Puis, vous avez des gens qui sont des spécialistes des micro-expressions faciales et qui, sur base de vos expressions, peuvent plutôt dire, tiens, il y a plutôt tel type d'émotion qui envahit la personne au moment où on envoie tel type de stimulus. Et il y a des gens comme moi qui font de la morphologie, et qui, eux, utilisent plutôt la structure. Le facing, c'est quoi? C'est le recoupement de toutes ces informations, mais avec une méthodologie. C'est-à-dire que dans le fond, on devient vraiment un spécialiste du non-verbal. La plupart des personnes qui se disent spécialistes du non-verbal utilisent une technique, soit le look. Comme je le disais, enfin, j'ai pas parlé du look, mais le look en fait partie, soit les expressions faciales, soit la gestuelle, soit la morphologie, mais peu sont capables de tout connecter et de dire, OK, sur base de tel type de structure, si ce type de structure adopte tel type de geste, ça veut dire ça. Et donc, on est même capable de personnaliser en réalité la gestuelle, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, deux personnes qui font le même geste, ça peut vouloir dire quelque chose de différent en fonction de leur structure. C'est ça que j'ai appelé facing. Et en plus, tu intègres aussi toutes les notions de naturopathie, d'émotionnel, coaching psycho-émotionnel. Donc, il y a plusieurs dimensions aussi, la dimension émotionnelle et la dimension physiologique aussi dans ta méthode. Tout à fait. C'est un ensemble. Voilà, c'est vraiment pour essayer de parler du non-verbal de manière beaucoup plus globale, mais j'insiste, avec une méthode. Il y a une méthode. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de méthode, il y a tellement d'informations. Lorsque vous regardez quelqu'un entre ses expressions faciales, sa gestuelle, son look, sa structure morphologique, fatalement, il y aurait un peu trop d'informations d'un coup. Si nous n'avions pas de méthode, ce serait impossible d'interpréter ça. Donc, c'est ce que propose ce facing. Alors, le petit mot de la fin, c'est que il y aurait encore beaucoup de choses à dire concernant la morphologie. Je sais qu'il y a énormément de questions, mais on va essayer de ne pas s'étendre et pas faire une vidéo trop longue. Donc, je remercie Fanny, que vous retrouverez peut-être, j'espère, si vous suivez la formation de psychomorphologie qu'elle va animer. Et puis, vous le savez, moi, j'interviendrai ponctuellement au sein de cette formation. Donc, merci d'avance, Fanny. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de clôturer l'entretien? Merci à toi et j'ai hâte donc de commencer la formation avec toi et de peut-être vous voir tous. Et voilà. Hâte de vous voir, en effet, nombreux. Voilà, salut tout le monde. Au revoir.